À Sarajevo, en cette fin de journée, Anna et Igor trépignent d'impatience. Ça me donne de la force de le prendre dans mes bras, de savoir qu'il est en sécurité et vivant, contrairement à beaucoup d'enfants ukrainiens. On voit bien ce que les enfants ukrainiens endurent. Ils sont cachés dans des caves, tentent de se mettre à l'abri des tirs. Certains tentent de passer la frontière, seuls parfois même. Sans leurs parents, c'est tellement triste. Je ne sais pas quand tout cela va s'arrêter. Derrière les sourires, beaucoup d'inquiétude. Anna est ukrainienne et vit à Sarajevo depuis 12 ans. Toute sa famille se trouve encore en Ukraine. Plusieurs fois par jour, elle appelle sa mère. Алло, мам, ты пошла в магазин? So, Mama is fine, she was in the shop. Maman va bien, elle est allée faire quelques courses et a essayé de retirer un peu d'argent. Like some cash, just in case. Il faut toujours avoir un peu de liquide sur soi, on ne sait jamais. Là, elle va rentrer à la maison et je la rappellerai plus tard, évidemment. On est toujours en contact. Quand elle craque nerveusement, Anna peut compter sur le soutien d'Igor, son mari. C'est important d'éviter de parler de tout cela devant les enfants. Il faut les protéger. Il faut qu'on continue de parler de tout cela, mais en tête à tête. Ok ? Igor sait de quoi il parle. Il est lui-même un enfant de la guerre. Lui qui a 43 ans aujourd'hui, était un tout jeune adolescent quand son pays a sombré dans la haine. Le fracas des bombes lors du siège de Sarajevo, le plus long de l'histoire moderne, il s'en souvient encore. J'ai vu la guerre de près dans ce qu'elle a de plus laid. J'essaie d'expliquer à ma femme que cela ne va pas durer. L'Europe ne peut pas regarder sans rien faire un si grand désastre sur son propre sol. C'est une situation très dure, mais j'essaie en même temps de ne pas trop m'impliquer parce que je dors mal désormais. J'ai des pensées qui m'empêchent de dormir entièrement la nuit. 30 ans après le début de la guerre, celle-ci hante toujours Sarajevo. Les édifices de la capitale n'en finissent pas de témoigner de la violence qui s'est abattue sur la ville. Quand la guerre prend fin, Yasminko a 6 ans. Profondément marqué par cette épreuve, il y dédiera sa vie. À la tête du musée de l'enfance en guerre, il a recueilli des milliers d'objets ayant appartenu à des enfants, ayant grandi comme lui pendant le conflit armé. C'est difficile de vous dire quel objet je préfère le plus dans notre musée. Je les aime tous en fait. Peut-être qu'on peut aller voir par là-bas. Cette robe bleue, par exemple. L'histoire raconte qu'elle a appartenu à une jeune fille de Sarajevo. Pendant le siège de la ville, il était recommandé de ne pas porter de vêtements de couleur vive, parce que cela vous rendait plus visible. On avait déconseillé à cette fille de porter ces couleurs aussi vives, mais elle a persisté et le faisait quand même. Elle a surnommé cette robe la robe de la rancune, parce que malgré le danger que ça représentait de la porter, elle le faisait quand même. Témoigner, en espérant que la voix de ses enfants porte. Longtemps, Yasminko a cru que les enfants d'Europe ne connaîtraient plus de telles souffrances. La guerre qui fait rage en Ukraine vient démontrer le contraire. Dès qu'il a pressenti qu'une guerre était sur le point d'éclater, Yasminko s'est rendu à Kiev immédiatement. Étant né à Sarajevo et ayant vécu la guerre, le moindre danger ou situation de ce genre fait remonter des souvenirs douloureux en moi. Je ne me suis pas senti bien à Kiev. La peur était palpable. D'Ukraine, lui et son équipe feront exfiltrer quelques dizaines d'objets remis par des enfants de la guerre.
Yulia est la directrice du bureau ukrainien du musée. Elle entend continuer de documenter le conflit depuis sa nouvelle terre d'accueil. Je crois que cette peinture illustre très bien combien l'art peut aider les enfants à survivre dans des circonstances difficiles. Il nous a été donné par un enfant de la ville de Zolot, dans l'est de l'Ukraine. Et là, c'est Grisha. Elle a un nom. Grisha est un doudou. La petite fille à qui elle a appartenu la considère comme un être vivant. Quand elle a dû s'abriter dans un sous-sol, elle a eu du mal à tenir en place parce qu'elle a eu besoin de sortir et d'aller chercher sa peluche. Ces objets ont une valeur historique. Ils témoignent du vécu de personnes qui traversent des circonstances exceptionnelles. Et en tant qu'historienne, je veux dire qu'on n'a pas idée de la valeur de ces témoignages du terrain. Quand on enseigne l'histoire, et c'est important, on ne doit pas se cantonner à rapporter juste ce que les politiciens ou militaires ont fait et dit. Parce que la guerre est quelque chose qui affecte l'intégralité de la société. Yulia, qui a trouvé refuge en Bosnie, confie se sentir comprise ici. L'épreuve commune de la guerre cimente les relations entre les deux peuples. Une entente mutuelle d'autant plus forte que la Bosnie vit elle aussi des temps troublés. Les tensions entre Serbes orthodoxes et les Bosniaques musulmans ont repris. Les Serbes, qui vivent majoritairement en République serbe de Bosnie, souhaitent davantage d'autonomie et rêvent même d'indépendance. L'Union européenne surveille de près ces velléités de sécession. Pour prévenir l'éruption de violence, des troupes ont été dépêchées sur place. 500 hommes sont arrivés en Bosnie il y a quelques semaines au titre de la force EUFOR. Joseph Borrell, le représentant de la diplomatie européenne, a lui aussi fait le déplacement. Cette montée des tensions, Omer Kamić est aux premières loges pour l'observer. Imam d'une mosquée située à la frontière avec la Serbie, il ne compte plus le nombre d'attaques dont son lieu de culte a fait l'objet. Dernière en date, en janvier dernier. C'est ici que le dernier accrochage, celui de janvier, a eu lieu. 5 voitures sont passées devant la mosquée. Les occupants des véhicules ont tiré en l'air. Des attaques auxquelles l'imam semble désormais habitué. Là, il y a un impact d'un tir précédent. Ce jour-là, il y a une balle qui a traversé la vitre d'une fenêtre aussi. Ces actes continuent parce que les criminels de guerre sont toujours glorifiés à ce jour. Le système éducatif fait des assassins des héros aux yeux des enfants de la nouvelle génération. Cette éducation peut produire les criminels de guerre de demain. La communauté s'est bien cotisée pour acheter des caméras de surveillance. Mais selon l'imam, les plaintes n'avancent pas. Les autorités locales essayent de rester loin de ce dossier. Elles fuient leurs responsabilités quand une attaque de ce genre a lieu. Nous avons un gros problème avec la justice qui ne fait jamais la lumière sur ces incidents criminels. Aucune personne n'a été poursuivie ni déclarée responsable dans le cadre de ces attaques contre la mosquée. Selon l'imam, ces attaques seraient le fait de nationalistes serbes. De quoi faire remonter chez lui des souvenirs vieux de 30 ans. De lui-même, après cette conversation, il se met à fouiller les archives de la mosquée. Tout le monde ici se rappelle de ce matin du 14 avril 1992. On a été réveillés par le bruit d'une explosion très importante. C'est impossible d'oublier le fracas de ce bruit. C'est là à jamais. J'ai rassemblé mes forces à ce moment-là pour venir voir ce qu'il s'était passé. À peine arrivé, j'ai vu des engins de chantier qui déblayaient le site de la mosquée pour emporter avec eux les preuves de l'explosion qui pouvaient se trouver dans les ruines. Un volontaire m'a alors dit « Ne sois pas triste,
On reconstruira une mosquée encore plus belle un jour ici. La guerre en Bosnie a fait plus de 100 000 morts, 2 millions de sans-abri, soit plus de la moitié de la population de l'époque. Alors que le Parlement serbe planche sur un projet de sécession vis-à-vis de Sarajevo, et alors que des élections générales sont prévues en octobre prochain, c'est tout un pays qui retient désormais son souffle.